Bienvenue dans la troisième vidéo sur la chaîne Économétrie pas à pas. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté les notions générales de séries statistiques, notamment les notions d'unité statistique, de population statistique et d'échantillon statistique. Je vous ai également présenté la notion de variable statistique ainsi que les distinctions entre les différentes catégories de variables, en l'occurrence les variables quantitatives continues et discrètes, mais aussi des variables qualitatives, ordinales et non ordinales. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la recommande car elle constitue une bonne entrée en matière pour le chapitre 1. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder deux nouvelles notions. Il s'agit notamment de la notion de tendance centrale et de dispersion d'une série et la notion de liaison entre séries. Les tendances centrales et dispersion d'une série sont des caractéristiques mathématiques permettant d'étudier la distribution d'une série, c'est-à-dire les comportements des différentes valeurs possibles prises par la série. Tandis que les indicateurs de liaison permettent d'étudier le degré d'association entre les séries. Nous commençons par les caractéristiques de tendance centrale et de dispersion. En économétrie, la caractéristique de tendance centrale la plus communément utilisée est la moyenne. La moyenne représente la valeur centrale autour de laquelle sont distribuées les autres valeurs de la série. Pour avoir une idée précise de ce que c'est que la moyenne, pensez par exemple à la moyenne que vous avez obtenue dans votre dernier examen de passage en classe supérieure. Dans certaines matières, vous avez dû obtenir des notes supérieures à la moyenne et dans d'autres, vous avez eu des notes inférieures à la moyenne. Mais c'est la moyenne qui vous a permis de passer en classe supérieure. La moyenne représente donc une valeur centrale représentative de toutes les notes que vous avez obtenues dans vos matières. Considérons une série statistique observée sur n individus numérotés de 1 en n. L'expression mathématique de la moyenne est ceci, où x bar représente la valeur de la moyenne. Comme vous pouvez le constater, en fait, il s'agit tout simplement de la somme des valeurs individuelles observées de la variable x divisé par n, le nombre d'individus statistiques, encore appelé taille de l'échantillon. En termes probabilistes, la moyenne d'une variable aléatoire est dénommée espérance et est notée e de x. Donc la moyenne de x, x bar, ou espérance de x, e de x, sont deux termes équivalents. L'un est un terme statistique, x bar, et l'autre un terme probabiliste, espérance de x. Rappelons ici que parfois la moyenne est un mauvais indicateur de tendance centrale tout de même, surtout lorsque la série comporte des valeurs aberrantes, des valeurs trop élevées ou des valeurs trop faibles. Les valeurs trop élevées tirent la moyenne vers le haut, tandis que les valeurs trop faibles tirent la moyenne vers le bas. Pensez par exemple aux matières qui vous ont plombé votre moyenne à la fin de l'année ou encore aux matières qui au contraire ont boosté votre moyenne de notes, justement. C'est compte tenu de toutes ces limites de la moyenne qu'on associe parfois d'autres caractéristiques de tendance centrale comme le mode et la médiane. Le mode, c'est la valeur qui a le plus grand nombre de répétitions dans la série, c'est-à-dire la valeur qui se répète le plus dans l'ensemble de la série, sur l'échantillon, justement. Tandis que la médiane est une valeur centrale autour de laquelle 50% des valeurs de la série sont inférieures et 50% de la série, des valeurs de la série sont supérieures. Donc, en résumé, en fait, le mode, c'est la valeur la plus fréquente de la série et la médiane, c'est une valeur centrale où il y a à gauche 50% des valeurs et à droite 50% des valeurs. Ce sont des alternatives parfois qu'on utilise lorsque la moyenne n'est pas totalement représentative ou représente faiblement l'échantillon. Par ailleurs, il faut bien noter que la moyenne de x, voilà, x bar ou e de x, est calculée uniquement lorsque la variable est quantitative, discrète ou continue. Lorsque la variable est qualitative, en revanche, l'indicateur utilisé est la fréquence relative, encore appelée proportion, que je vais vous présenter d'ailleurs maintenant. Rappelez-vous que les différentes valeurs prises par une variable qualitative sont appelées modalités.
Il s'agit, comme on l'a déjà vu dans le précédent cours, d'un nombre limité de valeurs prises par la série. Et en termes de définition, on peut dire que la fréquence relative ou la proportion d'une modalité, c'est le nombre de fois que cette modalité se répète dans la série divisé par le nombre total de valeurs observées de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre d'observations. Concrètement, pour une modalité J donnée, la fréquence relative s'exprime comme ceci, où NIJ est le nombre de fois où la valeur J, c'est-à-dire la modalité J, se répète dans l'échantillon. N est le nombre total d'observations de la série. Et FJ représente donc la fréquence relative de la modalité J. Il faut noter qu'à la différence des caractéristiques de tendance centrale comme la moyenne, le mode ou la médiane, la fréquence relative est plus un indicateur de répartition, puisqu'il permet de répartir le nombre limité de valeurs, c'est-à-dire les modalités, en donnant la part de chaque modalité. Donc c'est un indicateur de répartition de l'échantillon. Elle permet, justement, la fréquence relative permet de savoir la part relative, justement, de chaque modalité dans l'ensemble des valeurs observées. Pour illustrer la notion de fréquence relative, prenons ce tableau de données par exemple. On dispose d'un échantillon de 10 observations. Et en considérant la série genre, la fréquence relative de la modalité homme est 6 divisé par 10, puisque la modalité homme se répète 6 fois et qu'on a un échantillon constitué de 10 observations, alors la fréquence relative de la modalité homme est 0,6. Quant à la fréquence relative de la modalité femme, elle est égale à 4 sur 10, c'est-à-dire 0,4, puisqu'on compte 4 fois la modalité femme dans l'ensemble de l'échantillon constitué de 10 observations. Remarquez ici que par définition, en fait, la somme des fréquences relatives de toutes les modalités vaut toujours 1. Ici, on a deux modalités, donc 0,6 plus 0,4 égale à 1. Maintenant, nous nous intéressons à la variance. Voilà, ça, nous venons de voir les indicateurs, on va dire, de tendance centrale et de dispersion. On va maintenant voir les indicateurs de tendance, c'est ce qu'on vient de voir, et on va maintenant aborder les indicateurs de dispersion. Justement, par rapport à la variance, contrairement à la moyenne, qui est un indicateur de tendance centrale, justement, et la fréquence, un indicateur de répartition, la variance, elle, est un indicateur de dispersion. Elle montre dans quelle mesure les valeurs individuelles de la série sont éloignées ou proches de la moyenne. Son expression est celle-ci, en fait. Comme on peut le remarquer, il s'agit de la somme des carrés des écarts entre chaque valeur xi et la moyenne de la série x. Le tout divisé par n, n étant la taille de l'échantillon. Donc, pour obtenir la variance d'une série, on calcule d'abord le carré de l'écart entre chaque valeur et la moyenne x bar. Ensuite, on fait la somme de ces carrés sur toutes les observations et on divise le résultat par n, tout simplement. Et notons que lorsque la variance est élevée, cela signifie concrètement que les valeurs de la série sont trop dispersées autour de la moyenne. Je vais prendre un exemple très simple. Admettons que quelqu'un dans sa moyenne a eu des notes assez diverses et variées. Par exemple, dans certaines matières, la personne a eu 17 ou 18. Dans d'autres matières, elle a eu 2. Et dans d'autres matières, elle a eu 3, d'autres 10. Donc, on voit une vraie dispersion, donc une forme d'irrégularité, entre guillemets, des notes de cette personne. Ce qui fait que dans ce genre de cas, la variance montrera effectivement, puisque les valeurs sont très dispersées, la variance sera très très élevée pour les notes de cet étudiant, par exemple. Contrairement à un autre étudiant qui a, par exemple, des notes relativement proches, 12, 13, 11, 14, etc., etc. Et quand on va calculer la variance des notes de cet étudiant, la variance sera relativement faible.
Donc, la variance en résumé est un indicateur de dispersion de la série. Voilà, il faut le noter comme ça. Il faut aussi savoir que la variance, tout comme la moyenne, est fortement influencée par les valeurs aberrantes. C'est-à-dire que les valeurs trop élevées ou les valeurs trop faibles, comme je viens de le dire, créent une inflation de la variance, c'est-à-dire une augmentation anormale de la variance, tout simplement. D'ailleurs, une variance trop élevée est souvent la première cause des imprécisions dans les estimations statistiques. Voilà. Quand on veut estimer la moyenne ou un estimateur sur les notes d'un étudiant dont les notes sont très très dispersées, il y a de fortes chances à ce que l'indicateur qu'on obtient sur cet étudiant soit de mauvaise qualité ou en tout cas une mauvaise estimation, puisque la variance est très très élevée. C'est pourquoi il est important, avant toute analyse statistique ou économétrique, de traiter les valeurs aberrantes d'une série. Voilà. La variance est ici notée Sx carré. C'est la notation que nous avons choisi pour le moment d'adopter dans ce cours. Mais on peut aussi utiliser d'autres notations comme var de x ou v de x ou sigma carré de x ou encore espérance de xi moins x bar au carré. Toutes ces notations sont équivalentes et sont donc interchangeables. Aussi, on utilise le terme de variance empirique pour pouvoir faire la différence avec la notion de variance théorique qui en fait, est la variance de la population. Tandis que, en fait, la variance empirique est estimée à partir de l'échantillon et que la variance théorique est celle qui correspond à la population. Donc, on parle quand on parle généralement de variance, lorsqu'on travaille sur un échantillon, on parle de variance empirique. Parfois, lorsqu'on parle de variance théorique, on l'explicite, on va l'expliciter justement pour faire la différence. Donc, faites attention, quand vous entendez parler de variance empirique, c'est qu'on parle de variance estimée sur un échantillon, et lorsqu'on parle de variance théorique, c'est la variance de la population, c'est-à-dire la vraie variance qui est en général inconnue du coup, puisqu'on n'a pas accès à toute la population. Le but est justement de trouver un échantillon bien représentatif de la population pour que les estimateurs qu'on en tire soient le plus proches de la réalité, c'est-à-dire des valeurs de la population. Aussi, à côté de la notion de variance empirique, nous avons aussi la notion de variance empirique modifiée. La variance empirique modifiée, en fait, s'obtient en divisant la somme des écarts au carré, non pas par n, mais par n-1. C'est la même expression que pour la variance, mais on divise simplement par n-1. Alors, on peut se demander pourquoi utiliser la variance empirique modifiée alors que nous avons déjà la variance empirique. En fait, comme je viens de le dire, la variance empirique est calculée sur l'échantillon et cette variance comporte des biais parfois lorsqu'elle est calculée sur un petit échantillon. Pour éviter ce genre de biais, on utilise n-1 comme facteur correcteur à la place de n. Donc, si comme n-1 est inférieur à n, ça permet un peu de gonfler le dénominateur pour faire baisser, entre guillemets, la variance estimée. Donc, en résumé, la variance empirique modifiée est utilisée lorsqu'on dispose d'un petit échantillon, disons les échantillons de taille inférieure à 30 observations communément, mais lorsque la taille de l'échantillon est suffisamment grande, la variance empirique et la variance empirique modifiée convergent vers la même valeur asymptotique. Voilà, c'est une propriété établie. D'ailleurs, il existe une relation de proportionnalité entre les deux variances que l'on peut exprimer comme ceci. Voilà. S chapeau x au carré est la variance empirique modifiée, tandis que Sx carré est la variance empirique. Cette relation, d'ailleurs, est facilement démontrable. Par exemple, si j'ouvre une feuille de notes, voilà, je peux poser pour rappel l'expression de la variance empirique comme ceci. C'est la somme des écarts au carré divisé par n. Et je pose l'expression pour la variance empirique modifiée en divisant par n-1 au lieu de n, la somme des écarts au carré restant la même.
Essayons de tirer la somme des écarts au carré de l'expression de la variance empirique. On obtient ceci. Essayons de remplacer cette expression dans l'expression de la variance empirique modifiée. On obtient ceci. D'accord? Lorsqu'on pose n sur n-1 égale k, par exemple, n sur n-1 égale à k, une valeur appartenant à R, l'ensemble des nombres réels, on peut poser alors que S carré X, il y a X partout ici, justement, égale à K fois S carré X. Donc il y a bien une relation de proportionnalité entre la variance empirique modifiée S chapeau carré X et la variance empirique S carré X. Cela signifie que lorsqu'on connaît la valeur d'une variance, on peut en déduire la valeur de l'autre variance. Donc ce n'est pas véritablement un problème lorsque on travaille sur des échantillons et qu'on connaît la taille de... Il suffit simplement de connaître la taille de la population et de l'échantillon, pardon, n, la taille de l'échantillon n, et de connaître la valeur de l'une parmi les deux variances. On peut en déduire la valeur de l'autre variance. Donc, la relation de proportionnalité entre la variance empirique et la variance empirique modifiée est donc valide. Connaissant la variance empirique et la variance empirique modifiée, on peut calculer maintenant les écarts types. Voilà. L'écart type équivaut en fait à la racine carrée de la variance tout simplement. Voilà. Tout comme la variance empirique et la variance empirique modifiée, on distingue l'écart type empirique et l'écart type empirique modifié par analogie. L'écart type empirique correspond à la racine carrée de la variance empirique et l'écart type empirique modifié correspond à la racine carrée de la variance empirique modifiée. Et comme nous allons le voir plus tard, les écarts types jouent un rôle central dans les tests statistiques, les tests économétriques en général, car la plupart des valeurs des tests statistiques qui permettent de conclure un test est calculée, justement la plupart est calculée en utilisant les écarts types sur des paramètres estimés de l'échantillon. Il faut noter ce point, c'est très très important. D'où la notion justement de passer en revue quelques notions statistiques de base pour pouvoir faire plus tard des tests statistiques en se basant sur ces indicateurs. Les écarts types sont habituellement notés sigma en fait, et les variances correspondantes sont notées sigma carré. Donc quand vous voyez ce genre de notation, il s'agit tout simplement des variances et des écarts types. Voilà. Donc on va utiliser indifféremment telle ou telle notation selon le contexte. À présent, on va s'intéresser aux indicateurs de liaison entre les séries. En l'occurrence, la covariance, le coefficient de corrélation linéaire et le coefficient de détermination. Il faut savoir que les indicateurs de liaison sont utilisés lorsqu'on dispose d'au moins deux séries. Parce que tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les indicateurs de tendance centrale de dispersion, concernent des séries individuelles, mais quand il s'agit des indicateurs de liaison, il s'agit de deux ou plusieurs séries, justement. Donc, contrairement aux moyennes qui sont justement calculées sur les séries individuelles, tout ce qu'on va voir maintenant implique au moins deux séries. Commençons par la covariance. La covariance, en fait, correspond au produit, comme vous pouvez le voir dans cette expression, au produit, en fait, des écarts de chaque variable avec sa moyenne, quoi. C'est-à-dire que on prend pour chaque individu, sachant deux variables x, y, on fait xi moins y et xi moins x bar pour cet individu. On a aussi yi moins y bar pour un individu. On fait le produit justement
pour cet individu et on fait les produits pour tous les individus. Une fois qu'on a obtenu les produits pour tous les individus, on fait la somme sur l'ensemble des individus et on divise maintenant par n. Voilà. Donc, x bar représente la moyenne de la variable x lorsqu'on considère deux variables justement, et y bar la moyenne de la variable yn, la taille de l'échantillon. Voilà. Ici, on divise par n. On ne divise pas par n-1 comme c'est le cas par exemple de la variance empirique modifiée. Voilà, il faut juste savoir qu'on divise généralement par n et ça s'appelle la variance de Pearson, c'est la plus utilisée en économétrie. Il y a aussi la variance, la covariance, excusez-moi, la covariance de Pearson justement, et la covariance standard, c'est quand on divise par n-1, mais ce cas est très rare généralement. Même sur des petites échantillons, des petits échantillons généralement, on utilise n au lieu de n-1. Voilà, c'est juste en pratique en fait. Donc, pour revenir à la notion même de covariance, il faut savoir que la covariance entre x et y indique le degré d'association entre les deux variables x et y. C'est une mesure d'association en réalité. Donc, sa valeur s'interprète en fonction du signe obtenu, positif ou négatif. Lorsque la valeur obtenue est positive, cela signifie que les deux variables évoluent dans le même sens. Voilà. C'est-à-dire qu'une augmentation de x est associée à une augmentation de y, et inversement, une diminution de x est associée à une diminution de y. Pensez par exemple à deux droites parallèles ou à deux courbes parallèles. Lorsque les deux courbes évoluent avec une tendance haussière, les deux séries vont dans le même sens vers le haut, ou s'ils baissent avec une tendance baissière, les deux séries vont être inclinés et ont une tendance baissière justement. Donc pensez à deux courbes ou deux droites parallèles, c'est lorsque la covariance est positive. Au contraire, lorsque la covariance est négative, pensez par exemple à une forme de croix par exemple, croix, on va dire peut-être oblique, c'est-à-dire lorsque la courbe d'une série augmente, l'autre courbe diminue en fait. Voilà, donc ils vont en sens inverse. C'est le signe de la covariance qui montre a priori comment les deux variables évoluent en fait l'un par rapport à l'autre. Donc en résumé, covariance positive, donc tendance parallèle, haussière ou baissière ensemble, et covariance négative, sens inverse quand une variable augmente et l'autre variable baisse et réciproquement. Voilà. S'agissant maintenant de la corrélation linéaire, en fait, il s'agit d'une version améliorée de la covariance, tout simplement. La corrélation est plus fine que la covariance, car analytiquement, il s'obtient en normant, c'est-à-dire en divisant la covariance par les écarts types des deux variables, comme vous pouvez le constater dans cette expression. C'est la covariance de xy divisée par la racine carrée de la variance de x, qui correspond à l'écart type de x, et la racine carrée de la var de y qui correspond à l'écart type de y. Et tout comme la covariance, la corrélation s'interprète en fonction du signe de la valeur obtenue. Lorsque, justement, on viendra à quelques exercices tout à l'heure, peut-être, lorsque la corrélation est positive, cela signifie que les deux variables sont positivement corrélées, c'est-à-dire que l'augmentation de l'une entraîne l'augmentation de l'autre, tout comme pour la covariance. Et inversement, donc la covariance et la corrélation donnent une même information, mais l'autre un peu plus raffinée. Par exemple, pour le cas de la corrélation, on peut prendre le cas de la température et de la vente de glace. On peut considérer qu'il y a une corrélation positive entre la température extérieure et la vente de glace. Lorsque la température extérieure est élevée, on observe aussi une augmentation des ventes de glace. Et lorsque la température extérieure est faible, c'est-à-dire baisse, on observe aussi une baisse de la vente de glace. Donc il y a une corrélation positive entre la vente de glace et la température extérieure. Par contre, dans le cas d'une corrélation négative, par exemple, l'exemple qui peut venir à l'esprit, ça peut être, par exemple, la demande de crédit de consommation et le taux d'intérêt bancaire. On constate que
il y a plus de demandes de crédit auprès des banques lorsque les taux d'intérêt sont faibles. Euh, voilà. Donc, et au contraire, on a moins de demandes de crédit lorsque les taux d'intérêt sont en hausse. Donc, il y a une relation inverse entre les deux variables. Donc, il s'agit là d'une corrélation négative. Notons également qu'à la différence de la covariance, la valeur de la corrélation est comprise entre -1 et 1. Cette distinction est importante parce qu'une valeur de la covariance peut prendre n'importe quelle valeur, mais la corrélation, elle est normée parce qu'elle est comprise entre -1 et 1. Elle ne peut pas dépasser ces deux bornes en fait. Donc, et entre -1 et 1, il y a une valeur centrale qui est 0. Donc, lorsque à droite de 0, il y a les valeurs positives, à gauche de 0, il y a les valeurs négatives. Donc, lorsque la corrélation est entre 0 et 1, il s'agit d'une corrélation positive, et entre 0 et -1, il s'agit d'une corrélation négative. Et plus la valeur est proche de 1, que ce soit +1 ou -1, la corrélation devient de plus en plus forte. Et plus la valeur est proche de 0, la corrélation est faible ou inexistante. Ce détail est très important à noter. La position de la corrélation par rapport à 0, 1 et -1. Voilà. Aussi, il faut faire attention à ne pas confondre corrélation et causalité. Justement, puisque en économétrie, puisqu'on étudie les relations entre les variables, et on cherche généralement des explications, et généralement, certains vont se baser sur des indicateurs de corrélation pour faire une causalité entre les variables. Il faut éviter ce genre de piège, car corrélation ne signifie pas nécessairement causalité. Par exemple, quand je prends, par exemple en France, la plupart des décès surviennent dans les centres de soins hospitaliers. Voilà. Donc, factuellement. Donc, on peut dire qu'il y a une corrélation positive entre l'admission dans le centre hospitalier et la fréquence des décès. Mais cela ne veut pas dire que l'hospitalisation ou l'admission dans les centres hospitaliers est la cause des décès. Tout simplement. Voilà. Puisque, voilà, il y a juste une simple corrélation, mais ce n'est pas une causalité. Exactement. Donc là, pour continuer, on va prendre le cas du coefficient de détermination. En fait, le coefficient de détermination correspond tout simplement au carré du coefficient de corrélation. Quand on connaît le coefficient de corrélation, il suffit tout simplement d'élever la valeur au carré. Nous avions montré tout à l'heure que la corrélation pouvait être négative ou positive, mais entre -1 et 1, et le coefficient de détermination est toujours positif. Voilà. D'ailleurs, ce coefficient mesure le pouvoir explicatif de la variable x sur la variable y, et réciproquement. Donc c'est un indicateur de détermination comme son nom l'indique. Une valeur de r carré proche de 1 signifie que l'essentiel de la variable de y est déterminé par x, en fait. Et réciproquement, l'essentiel de la variable x est déterminé par y. Donc, on va regarder la valeur du coefficient de détermination pour savoir, lorsque la valeur est proche de 1, il y a une forte liaison détermination entre les deux variables, et une valeur proche de 0 montre quasiment une absence de lien entre les deux. En tout cas, une indétermination entre les deux. Voilà. Donc, d'ailleurs, dans les analyses économétriques, comme nous allons le voir plus tard, dans le cas par exemple de la régression linéaire, le coefficient de détermination R carré est considéré comme un indicateur de la qualité de la régression. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ces notions maintenant, parce qu'ils vont servir plus tard. Voilà. Et lorsque, pour deux variables x, y, lorsqu'on fait une régression linéaire, comme nous allons nous voir, lorsque le R carré est faible, on dira effectivement que la variable x a un pouvoir explicatif sur la variable y, et lorsque le R carré est faible, justement, une absence de pouvoir explicatif, est plus élevé, un pouvoir explicatif important. Donc la valeur est comprise entre 0 et 1. Et une bonne régression, c'est lorsque le R carré est proche de 1, justement, basiquement, mais nous allons revenir sur ces détails-là un peu plus tard. Voilà, nous voici un peu arrivés au terme de la présentation des notions théoriques qui concernent les séries statistiques et leur caractérisation.
Nous comptons passer maintenant à quelques exercices simples qui permettent d'illustrer en termes pratiques les notions théoriques abordées. Mais pour ne pas avoir une vidéo, on va dire, trop longue, on va préférer justement aborder les exemples d'application dans une vidéo dédiée. Donc je vous propose donc de nous arrêter là pour cette vidéo en fait et de démarrer notre vidéo pour continuer les exercices d'application. À tout de suite.